On sait avec une quasi-certitude que les rêves ont quelque chose à voir avec les émotions. Ce qui nous intéresse, c'est le rêve lucide et les phases de sommeil paradoxal. Les questions de pourquoi on rêve, c'est seulement existentiel quand on se pose la question de pourquoi on est éveillé, qui vient aussi avec. Comment t'arrives à voir sur le graphique que c'est un roman d'œil? L'expérience de rêve, elle est vraiment très variée. Et ensuite, on a le rêve lucide qui va se calquer dessus. Il va y avoir cette conscience d'être en train de rêver. Si on pousse ça le plus loin possible, on peut prendre le contrôle du rêve. Pourquoi j'ai rêvé de ça? C'est une question que je me pose très souvent à mon réveil. Parfois, je me demande vraiment comment mon cerveau en est venu à inventer de tels scénarios et surtout à quoi ça peut bien me servir, qu'il se passe toutes ces choses dans ma tête pendant que je dors. Là, je me rends à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. J'ai rendez-vous avec Benjamin Bréant. Il est chercheur au service des pathologies du sommeil et son travail consiste justement à étudier les rêves. Pour ça, il est aidé de rêveurs lucides, des volontaires, qui lui rapportent en direct ce qui se passe dans leur cerveau pendant qu'ils dorment. Je vous emmène. Le participant va arriver. On va d'abord lui mettre ces jolies petites sangles qui servent à mesurer son rythme respiratoire. Là, c'est les capteurs pour voir sa fréquence cardiaque. On a une pléthore de petites électrodes là qui vont servir à mesurer l'activité musculaire. Et ensuite, là-dedans, on a les casques EEG et là, ça nous permet d'avoir l'activité cérébrale. Hop là. Ok, donc ça, c'est un peu comme un bonnet. C'est un bonnet, c'est exactement ça. C'est avec ça que ça fait contact. Je peux te mettre ici. Et de une, voilà. Donc ensuite on passe à l'électrocardiogramme, ça va mesurer tes battements cardiaques. Je t'invite à te les placer juste en dessous de tes clavicules. Pour le cerveau, les neurones sont tous très petits. Ils communiquent entre eux avec des courants électriques qui sont du coup très faibles, qui leur suffisent à eux, mais nous ne nous permettent pas de les voir. Il faut se dire que le cerveau, il est en dessous des bonnes grosses couches de protection. T'as ces couches de protection là, puis au-dessus t'as le crâne, ensuite t'as le cuir chevelu, et puis t'as tous les cheveux. Donc comment on va pouvoir faire pour récupérer un signal d'une si faible intensité sur nos électrodes? Et bien en général, on met de la petite patte qui permet d'amplifier le signal, qui permet à ce courant électrique d'arriver. Ça conduit en fait l'électricité. Comment tu te sens? Non. Ok, super. On peut continuer. Donc là, c'est le moment où ça va être long. Ok. Parce qu'on a du coup 64 électrodes à placer et 64 électrodes à vérifier qu'elles soient bien placées et bien connectées. C'est quoi la différence en fait entre un rêve classique et un rêve lucide? Les rêves, l'activité onirique, elle n'est pas définie par une phase de sommeil en particulier. Donc déjà, la question se pose de qu'est-ce qu'un rêve? On peut distinguer plusieurs types de rêves. Il faut déjà savoir qu'on rêve globalement quasiment toutes les nuits et pendant de bonnes grosses parties de la nuit. On a des rêves qui vont avoir un scénario, des rêves très élaborés où il va y avoir beaucoup d'émotions qui vont rentrer en jeu. Et ensuite, on va avoir des expériences oniriques qui sont un petit peu plus proches de la pensée. On va notamment à l'endormissement, on va avoir une pensée qu'on va pouvoir contrôler. On a tous fait l'expérience, on s'allonge, on ferme les yeux, on sait globalement ce qu'on fait, où on va penser ah tiens demain il faut que je fasse une lessive, il faut que j'appelle mes parents. Et puis ensuite petit à petit ces pensées-là vont se transformer et se créer des scénarios en elles-mêmes. Et ça, on va plus, si j'étais à vous réveiller dans ces moments-là, vous seriez capable de me dire que vous ne dormiez pas alors qu'en fait si. L'expérience de rêve, elle est vraiment très variée. Et ensuite, on a le rêve lucide qui va se calquer dessus. Il va y avoir cette conscience d'être en train de rêver, cette conscience du rêve, et du coup, dans un rêve lucide, si on pousse ça le plus loin possible, on peut prendre le contrôle du rêve. Je suis suivi pour une maladie du sommeil ici, qui est la narcolepsie. Un effet secondaire de la narcolepsie, c'est aussi, chez certains narcoleptiques, de pouvoir faire beaucoup de rêves lucides. Donc moi, j'en ai fait beaucoup, très rapidement. Et donc, je me suis posé beaucoup de questions. Je suis allé voir la chef de service pour savoir qu'est-ce qu'on sait en fait de ces rêves lucides. Et c'est là qu'elle m'a dit qu'elle faisait régulièrement des expériences en fait avec des rêves lucides pour étudier le rêve. Je te demandais de froncer les sourcils rapidement. Parfois, dans mes rêves, il y a des aventures qui suivent. Si j'arrive à faire la télépathie dans un rêve, c'est probable que je puisse le refaire dans un autre rêve après. Ça faudra qu'on analyse ça après. Est-ce que tu peux sourire s'il te plaît? Nous, dans la recherche, pourquoi un rêve lucide devient intéressant? Parce que comme le rêveur a contrôle sur son propre corps, il peut choisir de faire des actions. Et notamment, il y a des actions, on s'est rendu compte de ça, des actions qui sont réalisées en rêve, qui vont avoir une répercussion sur le corps du rêveur. Le plus classique, c'est le mouvement des yeux. Donc le rêve lucide, comme on sent sur longtemps, apparaît en général en sommeil paradoxal. Et en sommeil paradoxal, il y a les yeux qui vont faire des mouvements très rapides. Et on s'est rendu compte que le rêveur pouvait avoir un certain contrôle sur ces mouvements. Et donc si le rêveur décide de regarder à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à droite, eh bien le corps du rêveur va aussi regarder à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à droite. Et donc nous derrière, si on dit « tu nous fais un signal des yeux, gauche-droite, quand tu es dans telle situation »,
Alors nous, sur nos ordinateurs, quand on va voir ce signal des yeux, on va pouvoir savoir que derrière, Qu'il est dans telle situation. on est dans la situation qu'on veut. C'est un accès direct en fait au cerveau de la personne. C'est un accès direct au cerveau de la personne, ouais. Au cerveau de la personne, au corps de la personne, au contenu du rêve qui pourtant est fondamentalement intime et très personnel. Le rêve lucide, je m'y étais intéressé quand j'étais adolescent et j'avais lu quelque part que l'un des meilleurs moyens, c'était de questionner sa réalité assez régulièrement. Comment ça, questionner sa réalité? Voilà, ça c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire dans l'éveil notamment. Ah, si je vous demande, vous êtes en train de rêver ou si vous êtes éveillé, la première réponse que vous allez faire, c'est quand même me dire bah, je suis réveillé, je le sais, point. Enfin, je sais comment. Mais ça, c'est profond après comme pensée, ça peut vite rendre fou quand même. Ah, complètement. Le premier rêve lucide que j'ai fait, je me rappelle, je faisais pas le fier derrière parce que c'est dans des moments comme ça qu'on se rend compte que bah, la réalité autour de nous, elle est faite par notre cerveau. Si questionner votre réalité devient une habitude, vous allez le faire en rêve. Le but c'est ça, c'est de piéger son cerveau pour questionner sa réalité dans un endroit où la réalité n'existe pas. Enfin, où la réalité est plus interne que externe. Et hop, je me permets de descendre juste ça un petit peu. Ouais, c'est bien, c'est les deux recettes. Est-ce qu'aujourd'hui on sait pourquoi il se passe tout ça dans notre tête quand on dort? Est-ce qu'on sait à quoi ça sert de rêver? On n'a pas un consensus clair qui permet d'établir le fait que ah oui, vous rêvez, ça sert à ça. Ou vous rêvez parce que ça. Il y a plein de choses qui se passent pendant le sommeil et les rêves c'en est une. Maintenant, on sait avec une quasi-certitude que les rêves ont quelque chose à voir avec les émotions. Un rêve de sommeil paradoxal, ça va être un rêve qui va être du coup riche en scénario, mais riche en émotions, avec notamment des transitions rapides entre tes périodes d'émotions intenses et négatives avec d'autres émotions qui vont être beaucoup plus positives. Avoir cette transition super rapide, ça permet clairement de se poser aussi des questions de ah bah est-ce que ça permet pas du coup de regarder une situation dans un autre angle, une situation qui nous a fortement déplu pendant l'éveil, est-ce qu'on n'est pas en train de la revivre un petit peu ou de revivre quelque chose de similaire en rêve pour atténuer notre réponse. On dit souvent qu'il faut dormir sur quelque chose, dormir sur un mauvais mail, dormir sur une mauvaise nouvelle pour avoir une réaction rationnelle au réveil. Ou sur une prise de décision. Ou sur une prise de décision. Et donc est-ce que le rêve ne permettrait pas de niveler nos émotions pour avoir des réponses plus appropriées le lendemain à l'éveil? C'est vrai que des fois, moi, je sais que je peux faire un rêve dont je vais me souvenir et des fois, je me dis, mais pourquoi j'ai rêvé de ça? Et quand je mets les trucs bout à bout, je me dis, il y a un peu d'inspiration quand même dans ce qui s'est passé effectivement pendant mon éveil. Oui, et c'est là que la question de est-ce que le rêve a une fonction peut se poser aussi. Si vous êtes en train de rêver d'éléments que vous avez juste fait pendant votre semaine ou avant, est-ce que ça ne veut pas dire que vos réseaux nerveux étaient déjà connectés sur ces événements-là? Donc une petite étincelle dans le réseau va juste activer ça et à lancer une expérience mentale qui correspond à ça. Est-ce que ça veut dire que ça a une utilité ou est-ce que ça veut dire que c'est juste le cerveau qui fait son travail de cerveau, qui a juste reçu une information et qui a activé les réseaux derrière, ce qui a amené cette image à votre conscience? Mais il y a d'autres théories aussi qui disent que le rêve, ça peut nous servir pour nous préparer. Le rêve comme préparation mentale du futur, c'est une question qui se pose, mais aussi comme préparation corporelle du futur. Je vais me retrouver dans une situation qui va me demander de courir très très vite, très très loin. Bon, on va vérifier que le réseau il fonctionne dans une simulation pour être sûr que oui, quand j'envoie la commande motrice, je cours loin, je cours vite, la commande passe dans le corps et on est bon. Est-ce qu'on s'installerait pas au lit? Ok, alors je vais te laisser te lever très délicatement. Pour être sûr qu'il n'y a rien qui parte avec toi. Ouais, vas-y. La respiration est en noir, donc vas-y, je t'invite à faire des grandes inspirations et des grandes expirations. Vas-y, fais une apnée. Voilà, il n'y a plus rien qui se passe. Dans le cadre du rêve lucide, on va établir des signaux de communication. Donc, il y a les yeux, mais nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est les mouvements des sourcils et les sourires. Donc, les corrugateurs, les muscles corrugateurs, c'est les muscles qui se trouvent au niveau des sourcils, c'est la trace rouge là. Et les zygomatiques, c'est pour les sourires. Okay. Donc ça, c'est 3 sourires. Faudrait que tu fasses, comme d'habitude, 3 froncements de sourcils pour dire que ça débute. Pour discussion? Ouais, discussion. Okay. Et ensuite, un froncement, un sourire pour dire que c'est la fin. Pour la tâche où je dois répéter la même phrase. Tu fais pareil. De toute façon, à ton réveil, tu nous dis tu nous racontes bien ce que tu étais en train de faire et on arrive à bien coller toujours à ton récit les signaux derrière. Bon, bah, je te laisse t'allonger. Je t'éteins ça. Et zou. Et donc nous, on va aller s'installer dans la salle d'à côté. Là, on a des sagas oculaires qui commencent à bien se lancer, donc non, c'est bon, on est parti. Et donc on guette le signal lucide maintenant. Et là, il est parti. Il est parti là. Donc là, moi, c'est juste mon job ici, là, maintenant,
c'est de vérifier qu'il n'y a pas d'électrocution. Vérifier quand même du coup constamment les signaux, parce que nous, ce qu'on veut aussi, c'est que si jamais il se réveille pas tout seul en fin de sommeil paradoxal pour nous raconter son rêve, on doit courir pour aller le récupérer. C'est parce que tu veux pas le laisser dormir. Oui, voilà. On doit vraiment le réveiller en fin de phase. Mais là non, pas du tout fini, il vient de nous faire un signal lucide. Début de signal, fin de signal, donc on a la fenêtre d'analyse qui s'est dessinée toute seule. Et là il s'est réveillé et il est en train de raconter son rêve. On va aller chercher. Allez. Super, ça s'est bien passé? Ouais, ça va. Ok. Je te laisse tranquille un petit peu et puis ensuite on refait une sieste. Ok. Derrière. Un quart d'heure, 20 minutes, ça te va? Ouais. Les volontaires, en fait, vous les rémunérez? Oui, ouais, tous les volontaires qui viennent reçoivent une petite compensation parce que forcément ils donnent de leur temps pour la recherche et puis on se doit de leur donner quelque chose en retour. En général, on les tient aussi au courant de la recherche. On est vraiment sur de la recherche fondamentale là, on n'essaye pas de développer un médicament, on essaie de comprendre vraiment ce que c'est que le rêve, de comprendre ce que ça veut dire de rêver, de comprendre ce que ça veut dire que de parler, quels sont les réseaux nerveux qui sont impliqués dans tout ce comportement, quoi, dans toute cette expérience. Sieste 2. Sieste. Let's go. Bonne sieste. Pourquoi c'est intéressant justement pour toi de les faire dormir plusieurs fois d'affilée et pas qu'une seule fois par exemple? On est purement d'un point de vue statistique, on essaie de maximiser notre champ de données. Déjà, s'ils dorment qu'une seule fois, en une seule grosse fois, on peut perdre le contenu du rêve, parce que le récit de rêve ne peut pas forcément correspondre à la phase de sommeil qui vient de se passer. Alors que là, justement, en le faisant dormir plusieurs petites fois, on a à chaque fin un récit de rêve qui hyper précis. Qui va correspondre exactement à ce qui vient de se passer. Tu vois, tu avais son tonus musculaire que tu vois sur ce muscle-là qui était présent, tu vois aussi là-haut, et d'un seul coup, là, paf, il disparaît. Donc ça veut dire qu'il commence une phase de sommeil paradoxal. C'est impressionnant, on vient de fermer la porte. On vient de fermer la porte. Donc ça, c'est vraiment un des symptômes clés de la narcolepsie. On a cette entrée en sommeil paradoxal qui se fait quasiment immédiatement. Pour nos patients non narcoleptiques, du coup, on ne peut pas se permettre de faire ça. Parce que, justement, le sommeil paradoxal, la première fois qu'il a été décrit, il a été décrit comme une phase qui était très rare d'atteindre en sieste. Parce qu'il faut laisser le temps aux autres phases, normalement, de s'exprimer avant d'avoir du sommeil paradoxal. Et voilà, c'est fini. C'est quand même assez fou, hein. Ouais. On est plus, mais j'aimerais bien qu'elle flotte un peu plus. Pourquoi? Je sais pas, pour le style. Mais après, c'est Harry Potter, hein. Oui, j'ai jamais dit que je voulais pas que ce soit ça. Et écoute, je le laisserai au montage si quelqu'un peut s'emparer du problème. Hello. Ça va? Ça va. Je vais te poser des paroles. Ouais. À un moment donné, tu dois faire un énorme sourire. J'ai fait un énorme sourire. Ouais. Mais c'était pas dans un cadre de... Si. En fait, je me suis dit, est-ce que le doute était permis? En gros, si t'avais tes zygomatiques d'activer. Ouais. Et je me suis dit, si t'as fait 3 petits sourires dans cette grosse activation, c'était possible. Mais c'est sûr que t'as pas fait un sourire, une pause, un sourire, une pause, un sourire. Ok. Je pense que c'est juste en réaction parce que j'ai rêvé d'avoir eu un fou rire avec ma mère. Ça devait être ça alors. Bon, on va arrêter là. Vous avez combien de volontaires? On en a un petit paquet parce qu'il faut que ce soit... Déjà, c'est toute une question de statistique. Il faut qu'on puisse dire que ce qu'on a observé, c'est quelque chose qui peut s'observer dans la population générale, avec évidemment tout le temps des variations personnelles, parce qu'on est tous différents et on a tous un rapport aux rêves différents, on a tous des rêves différents, on a tous un cerveau différent, on a tous une chimie différente. Donc en amenant tout le monde comme ça, on arrive à avoir une bonne idée de ce qui se passe dans notre tête.